le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de week-end, bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, dernière sortie pour cette semaine, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, et Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel, la Dream Team, Joël François, Smith Jean-Julien, Robans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. D'autres sanctions contre la Russie. L'UE envisage d'interdire l'importation du gaz russe. Voici un reportage signé CGTN News. En réponse à ces propositions de l'UE, nous avons entendu Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, affirmer que la Russie envisageait une variété de plans de réponse. Ceci, bien sûr, intervient la même semaine où Vladimir Poutine a signé un décret qui établira essentiellement une autre série de sanctions de la Russie contre les alliés de l'Ukraine. Nous n'avons pas de détails particuliers sur qui est inclus dans cette dernière série de sanctions. On pense que la Russie est en train de dresser cette liste qui sera établie dans environ une dizaine de jours. Ce que nous savons par contre, c'est qu'il y aura une interdiction d'exporter des biens et des matières premières vers ceux visés par cette série de sanctions russes. Dmitry Peskov a affirmé que l'interdiction des importations du pétrole russe constituait une épée à double tranchant, car cela entraînera également une hausse des prix en Europe. La Russie a constamment réitéré ce point. Ces sanctions mises en place par les alliés de l'Ukraine leur nuisent en fait davantage qu'à la Russie. Dmitry Peskov a déclaré qu'il n'y avait aucune possibilité que Vladimir Poutine déclare officiellement la guerre en Ukraine le 9 mai et que cette idée était absurde. Évidemment, le 9 mai est un jour extrêmement symbolique dans le calendrier russe, car il marque le moment où, en 1945, l'Union soviétique a déclaré la victoire sur les nazis. Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que cette date pourrait être utilisée pour annoncer une sorte de victoire militaire ou d'escalade du conflit. Les inquiétudes sont nombreuses dans les pays voisins de l'Ukraine quant à une éventuelle escalade du conflit. La présidente moldave a déclaré qu'il n'y avait pas de menace imminente, quoiqu'il se préparait à tout mauvais scénario. Cela vient bien sûr alors que le Bélarus a entrepris des exercices militaires ce mercredi, en minimisant cependant tout risque pour leurs voisins ainsi que pour le reste de l'Europe. En Ukraine, 72e jour de la guerre, les efforts russes pour arracher des succès de prestige avant la célébration du 9 mai, marquant la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie, semblaient piétiner, selon des experts. Aussi un reportage signé Euronews. Les forces russes poursuivent leurs opérations offensives dans le sud des oblasts de Kharkiv, Donetsk et Louhansk. Elles n'ont pas obtenu de gains territoriaux significatifs au cours des dernières 24 heures, selon la dernière évaluation de l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Il y a des mouvements intéressants dehors de l'Ukraine, aux frontières du pays. Tout d'abord, au Bélarus, où des exercices militaires à grande échelle ont commencé. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, il est très peu probable que les forces bélarusses entrent en guerre en Ukraine. Elles visent probablement à immobiliser les forces ukrainiennes en les menaçant de nouvelles actions, objectif les empêcher de s'engager dans la bataille pour le Donbass. Et il y a des signes assez similaires dans le sud. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les forces russes et leurs alliés en Transnistrie vont probablement continuer à faire usage de provocations. L'objectif est de menacer les forces ukrainiennes d'une possible opération militaire à partir de la Transnistrie pour maintenir les forces ukrainiennes à Odessa. En revanche, la contre-offensive ukrainienne à partir de la ville de Kharkiv pourrait obliger les forces russes à décider si elles doivent renforcer leur position près de cette ville ou risquer de perdre la plupart ou la totalité de leur position à portée d'artillerie de la ville. Les forces ukrainiennes ont probablement l'intention de forcer les unités russes à se redéployer à partir de l'axe d'Izium et de menacer potentiellement les lignes de communication russes. Les pertes russes continueront de s'accumuler et de faire échouer les plans opérationnels de Moscou dans le sud du Donbass, car l'assaut de Mariupol a coûté cher à la Russie, en hommes, en matériel et en munitions. Selon le ministère britannique de la Défense, les forces russes à Mariupol ont poursuivi leur assaut terrestre contre l'usine sidérurgique d'Azovstal, malgré les déclarations russes affirmant qu'elles ne chercheraient qu'à l'isoler.
Le regain d'efforts de la Russie pour sécuriser Azovstal et achever la prise de Mariupol est probablement lié aux commémorations du 9 mai prochain, jour de la victoire, et au désir de Vladimir Poutine de remporter un succès symbolique en Ukraine. Direction la République démocratique du Congo, le roi Philippe séjournera en terre congolaise du 7 au 13 juin 2022. Autre Kinshasa, la capitale, il est attendu aussi à Lubumbashi et à Bukavu. Voici un reportage signé Africa News. Le roi des Belges, Philippe, est attendu en République démocratique du Congo en juin. C'est son premier déplacement dans cette ancienne colonie belge depuis son accession au trône il y a 9 ans. Initialement prévue en 2020, la visite avait été annulée en raison de la crise sanitaire. Le roi Philippe séjournera en terre congolaise du 7 au 13 juin. Outre Kinshasa, la capitale, le souverain belge est attendu aussi à Lubumbashi et à Bukavu. Cette visite interviendra après celle effectuée par le roi Albert II à Kinshasa en 2010, alors que le Congo soufflait ses 50 bougies sous l'ex-président Joseph Kabila. L'image de la Belgique au Congo est souvent écornée par son passé colonial dans cette sphère géographique. La Belgique a un lourd passé colonial, comme la plupart des pays européens, mais en particulier le nôtre est quand même très douloureux. Et je pense que c'est important de le reconnaître, comme Belge, comme membre de la famille royale. Les excuses sont importantes parce qu'après, on peut repartir sur une relation équilibrée et rétablir une conversation importante, faire des ponts. L'ancien roi Léopold II avait fait du Congo sa propriété personnelle en 1885. En 2020, lors du 60e anniversaire de la RDC, la ville belge de Gand avait déboulonné la statue de cet ancien roi. Laissons le Congo, direction Israël. Arrestation aujourd'hui en Israël. La police israélienne mène vendredi une chasse à l'homme au lendemain d'une attaque terroriste qui a fait 3 morts dans la grande banlieue de Tel Aviv. Et après le jour de l'anniversaire de la réaction de l'État hébreu, voici un reportage signé I24 News. Une vaste chasse à l'homme a été lancée par les forces de sécurité israéliennes. Objectif, retrouver les 2 terroristes responsables de l'attentat à Elad dans le centre du pays où 3 Israéliens ont été tués. Les 2 suspects, Assad Youssef, Assad El-Rafaï, 19 ans, et Tsabaï Matsabaï Abou Shakir, 20 ans, seraient originaires de la ville de Jenin en Cisjordanie. Le groupe terroriste Hamas a salué cette attaque. Vers 20h heure locale, ce jeudi, une voiture avance dans les rues d'Elad. Le conducteur et son passager étaient en possession d'armes automatiques et d'objets contondants. Ils ont attaqué plusieurs passants en criant « Allahu Akbar » avant de prendre la fuite. Quelques minutes avant, c'est dans un parc qu'ils ont opéré, frappant à l'aide d'une hache. Très vite, ambulance et forces de l'ordre arrivent sur place. Quelques minutes après, une première unité de police est arrivée sur les lieux et nous avons commencé à recevoir des rapports faisant état de quelques blessés sur place et nous avons d'abord compris qu'il s'agissait du lieu d'une attaque terroriste. Malheureusement, nous avons identifié quelques personnes blessées sur place. 3 de ces blessés ont été déclarés morts. Nous parlons donc d'une scène très difficile avec 3 morts. Un certain nombre de personnes blessées ont été rapidement évacuées vers un hôpital. En ce moment, nous menons une chasse à l'homme très organisée. Les victimes sont 3 Israéliens âgés d'une quarantaine d'années, Jonathan, Abakouk et Boaz Gol, père de 5 enfants, ainsi qu'Oran Ben Yiftash, qui lui était à la tête d'une famille de 6 enfants. 4 autres personnes ont été blessées. Face à la situation, une réunion d'urgence a eu lieu. La classe politique israélienne a condamné cette attaque. Naftali Bennett promet que les forces de sécurité israéliennes appréhenderont les terroristes. Le ministre de la Défense Benny Gantz assure que les forces de défense exigeraient un prix fort pour les attaques et l'incitation à la violence. De son côté, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Koravi, ainsi que plusieurs responsables de la sécurité israélienne ont décidé de prolonger la fermeture jusqu'à dimanche des points de passage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ils étaient fermés depuis ce mardi suite au jour du souvenir et la fête de l'indépendance. Les différents accès auraient dû rouvrir dans la nuit de jeudi à vendredi. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné l'attaque terroriste.
Pour lui, les meurtres de civils palestiniens et israéliens ne font que conduire à une nouvelle détérioration de la situation, à un moment où les deux parties s'efforcent de parvenir à la stabilité. Notre zooming sur la guerre en Ukraine continue. Monsieur Bertrand Badi était sur Onic 24. La question qui a été posée à monsieur Bertrand Badi: pourquoi la guerre en Ukraine révèle le changement de paradigme de la diplomatie internationale, des alliances entre pays? Écoutons l'explication de monsieur Bertrand Badi sur Onic 24. Alors c'est très complexe parce que on est prisonnier entre internationalisation, telle que le décrivait Annick Cizel, et mondialisation, qui renvoie à beaucoup plus que des coalitions ou des alignements d'États, mais introduit les paramètres de l'économie mondiale, mais pas seulement de l'économie mondiale, de tout ce qui fait la mondialisation et son ordinaire, la culture, les médias, les échanges de toute nature. Alors on a l'impression, en suivant la politique étrangère de Vladimir Poutine, qu'il joue des deux. Il joue des deux parce que, en même temps, cette guerre d'Ukraine est une guerre, je dirais, réactionnaire au sens fort du terme, c'est-à-dire un retour dans le passé et dans cette rationalité d'affrontement comme entre des gladiateurs où seules les ambitions territoriales et politiques viennent compter. Et puis, Poutine joue aussi de l'autre carte qui est celle de la mondialisation. Alors, il les joue de façon défensive, puisqu'il est sous le coup d'une exclusion du monde, ce qui risque de lui être très coûteux, mais il le joue également de façon offensive en créant un nouveau style de diplomatie que les Occidentaux ne semblent pas bien comprendre, en tous les cas dont ils ne semblent pas vouloir entendre parler. C'est une diplomatie de l'attrape-tout, c'est une diplomatie pragmatique, où on ne cherche plus d'alliance, mais où on cherche des connivences et en quelque sorte des coalitions de circonstances. Il y a en ce moment, et c'est très important pour comprendre la situation internationale présente, un vent de fronde dans le sud du monde et tout particulièrement dans ce bloc afro-asiatique qui a peur de payer la facture de conflits dont ils sont totalement étrangers. Eh bien, on voit Poutine pragmatiquement essayer de construire des connivences avec des pays surprenants quand on connaît ce qu'était l'ancienne diplomatie russe, voire soviétique. Pensez les bonnes relations entre Moscou et Riyad, entre Moscou et les Émirats arabes unis, entre Moscou et l'Inde, même si là les choses sont un peu moins surprenantes, entre Moscou et Israël, et entre Moscou et beaucoup... Moscou et Israël, ça semble se déliter. Ça semble se déliter, mais n'empêche que la réaction israélienne à l'invasion de l'Ukraine a été extraordinairement modérée si on la compare à ce qu'a été la réaction du bloc occidental. Et il en est de même avec la Chine. Il faut arrêter de parler de bloc, qui est un concept qui appartient à une autre histoire. Il n'y a pas un bloc, il n'y a pas une alliance entre la Russie et la Chine, mais il y a des tractations, des transactions conjoncturelles. Regardez un autre exemple qui est absolument saisissant, les liens entre la Russie et la Turquie. Erdogan et Poutine, à part qu'ils se ressemblent un petit peu d'un point de vue caractériel, sont en désaccord sur tout. Ils sont en désaccord sur l'Ukraine, ils sont en désaccord sur la Syrie, ils sont en désaccord sur la Libye, ils sont en désaccord sur le Caucase, et ça n'empêche qu'ils ne cessent de monter des coups ensemble. Ça, c'est la nouvelle diplomatie qui a rayé de son lexique le mot alliance, et surtout le mot alliance pérenne et institutionnalisée, et c'est la contre-offensive diplomatique de Poutine, essayer de créer des liens de circonstances et d'échanges de bons procédés avec toute une... En quelque sorte. On vous a perdu momentanément. Bertrand Badi. Allô ? Oui. Vous m'avez perdu ? On vous a retrouvé. Vous êtes là. Ah, vous m'avez retrouvé. Bon, alors je sais pas... Vous m'avez perdu, mais en tous les cas, je disais que le mot alliance est un mot qui est fait de ce vocabulaire de la diplomatie russe. On préfère le mot connivence, on préfère le mot coup monté de manière conjoncturelle et pragmatique avec des partenaires de Et voilà, c'est ainsi que se referme cette page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.
Couleur du temps sur Boston, 62 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius. Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. La production est signée de Prod, la réalisation Télébeltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.